même un tableau qui ne résume rien, selon si tu passes en dessous d'un cours d'eau intermittent, c'est telle épaisseur, à côté de telle chose, c'est telle épaisseur, s'il y a des zones où il y a beaucoup de population, c'est telle épaisseur. Je peux vérifier, mais si on regarde le schéma à l'échelle de Entech, la compagnie qui a fait le dessin d'ingénierie pour la traversée de la Vatican, c'est bien écrit 50 mm. C'est 25 mm. Ouais. Non, 50 mm. Attends, 50 mm. 25 mm, c'est un pouce. Un pouce, c'est 2,5 cm. 25 Vous avez montré aussi dans votre exposé que quand ils vont traverser sous la rivière, ils passent près du schiste, environ 2-3 mètres, je crois. Oui. Et en dessous, 2-3 mètres plus bas, là, c'est de l'eau salée qui est là. Non. C'est de l'eau salée. Ah, c'est de l'eau salée? C'est de l'eau salée. Ici, Vous voulez dire au-dessus du roc ou dans le roc fracturé? dans le roc fracturé, là, le schiste, OK. c'est de l'eau salée. OK. Salée au plus haut point. La voie ferrée, ici, dans les années 30-40, le CIPI a creusé, CIPIA a creusé un puits pour alimenter ses engins à vapeur. Ils l'ont creusé sans être inquiets. C'est là qu'il est le schiste. Et ils l'ont condamné tout de suite. Oui, mais il y a une grande distance entre l'endroit où le pont de l'autoroute 40 et puis ce que vous mentionnez là, près de la route Gendron, je crois, ou n'importe où, là, sur 100 mètres, la situation peut changer. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans cette partie-là qui va passer, là, les fissures, il y en a partout. Oui. La SEB, quand elle a procédé au nettoyage à la rivière Vatican, il y a des places qui sortaient des bulles, là, Sur les bulles. on l'allumait puis ça brûlait. Donc, quand ils vont passer là, Ils vont- les fissures, il y en a partout. Il y a de l'eau salée qui va s'en aller dans toute cette ligne-là en dessous. Et le trou est plus grand que le Bon, tuyau. ça, c'est un problème qu'ils vont rencontrer. Ouais. Si, parce qu'eux, ils vont faire leur tunnel, si le tunnel s'affaisse, se remplit d'eau, c'est pas trop pire s'il se remplit d'eau parce qu'ils doivent le remplir d'eau. Pour pouvoir faire glisser le pipeline dedans. Ça va être de l'eau salée. Ben c'est ça, de l'eau salée, ça corrode. C'est ça. Ça, c'est certain. Est-ce que l'eau va être si salée que ça? Ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il est possible, puisqu'on a des puits de saumure, ne serait-ce qu'à Bécancour. Il sort de l'eau très salée. Là. Et je suis prêt à vous croire qu'il pourrait y avoir de l'eau salée qui sort de là. J'ai fait l'expérience moi-même dans ma cour chez moi. Et les poissons, ils doivent réagir, par contre, s'il y a un peu... S'il y avait... Ça sort sous forme de méthane. Là. Ça, c'est le méthane, ça, c'est pas grave. Non. Mais l'eau salée monte aussi. Elle monte jusqu'à 14-15 pieds de surface. Il y a de la pression là-dessus. Là. Oui. Tout le poids du sol là, Oui. pèse là-dessus. Là. Donc l'eau monte par la fissure. Oui. À Sainte-Geneviève, il y a plusieurs personnes qui chauffaient au méthane. Mais il y a de l'eau salée qui monte avec. Le méthane-là monte à l'eau salée. Et l'eau salée, qu'est-ce qu'ils font pour s'en débarrasser? C'était mal pris que ça. Ça intéresse nos cervidés, à part ça, oui. Ici, on a le baril, on dit 30% environ de diluant toxique. Donc, le tuyau passe avec du diluant. Alors, les fois rendu à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, le diluant, est-ce qu'ils le vendent à quelqu'un? Est-ce qu'ils le ramènent? Qu'est-ce qu'il faut avec? Est-ce qu'il y a un deuxième tuyau pour le ramener, ou le rapporter, ou bien il le ramène par camion? En tout cas, moi, ça me questionne beaucoup. Je ne trouve pas à l'eau, ce diluant toxique. Il le traite. Et d'ailleurs, c'est pas anodin qu'on trouve des latérales pour Valero et pour Suncor. C'est qu'on a des raffineries. Là. Ces raffineries, c'est leur métier. C'est ça qu'ils font. Ils prennent du pétrole, ils font des diluants avec. Mais que prendre des diluants et trouver tel grade pour pouvoir le vendre sur les marchés, ça fait partie de leur palette, de leur catalogue. Là. Donc, arriver à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, c'est tout bénéfice pour eux. C'est sûr que probablement qu'ils l'ont acheté leur pétrole, ils l'ont acheté le diluant qui est avec, ils vont le vendre. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ça ne m'a jamais inquiété. Ça ne m'a jamais inquiété le retour, parce qu'on n'est pas dans la même configuration qu'il peut arriver par exemple dans l'Ouest canadien. Mais même dans l'Ouest canadien, il y a des conduites de diluants qui viennent des États-Unis.
Parce que ça dépend beaucoup de la production. Quand tu as des productions de puits de gaz ou de pétrole, et puis d'hydrocarbures, tu as des hydrocarbures, on dit des puits qui sont plutôt secs ou humides. Quand c'est sec, c'est plutôt du gaz. Mais quand c'est humide, tu as des quantités de, justement, de propane, éthane, etc., des molécules qui ressemblent à l'essence, hexane, etc., que tu rallonges, l'octane. Mais là, ces molécules-là ont une valeur plus grande que du bitumineux visqueux, là, que tu n'es pas capable de rien faire avec, à part de le mettre sur ton poêle. Parce que ça demande beaucoup d'énergie pour traiter ça, casser les molécules et découper en petits morceaux qui pourraient être utilisables dans notre pétrochimie. Donc, les diluants, pour eux, là, c'est probablement que tu as dit 30%, mais en termes de valeur, là, c'est pas loin, c'est au moins 50 sur le moment. Ils vont pas jeter. Ils ont eu un date, ils ont dit qu'ils mettaient dans les voitures, dans les autos, ils rajoutent à l'essence qu'on achète. Oui. En tout cas, c'est ce que j'ai cru Oui, comprendre. mais là, c'est ça. Ça dépend du diluant qu'ils ont mis à l'entrée. Parfois, ils vont utiliser du diesel, mais ils peuvent utiliser d'autres diluants, d'autres fractions. Des fractions qui sont peut-être pas bien caractérisées. Des fractions légères, du naft, et puis ils envoient ça dans un tuyau, puis à l'autre bout, il faut qu'ils le sachent, par contre, qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Oui? Monsieur. Madame? Y a-t-il un moyen de les arrêter ou s'il n'y en a pas? Si l'Office national de l'énergie décide que ça passe, on gueule pour rien, là? Bon, là, il reste le cabinet du Premier ministre du Canada. Ouais, voilà. C'est bon, D'ailleurs, on va le savoir avant longtemps parce que là, les deux projets qu'on a voulu donner, ils vont devoir probablement dire un OK avant la fin de l'année. Fait qu'on va être fixé avant la fin de 2016. Comment va s'orienter le Parti libéral, le gouvernement libéral. Si ces deux projets-là sont concrétisés, ça fait en sorte que les compagnies sont peut-être moins pressantes. Ils vont peut-être faire leur travail de manière encore plus, je dirais, consciencieuse. Le projet va peut-être être encore retardé de 2 ans. Mais ça serait étonnant qu'il soit disparu des coffres de la compagnie, là, ça va demeurer là. Comme le projet de Trailbreaker est là depuis quasiment 15 ans, il revient sur une forme ou sur une autre. Ils veulent sortir du pétrole sur tous les océans. Ils veulent le sortir sur l'océan Pacifique, l'océan Arctique, l'océan Atlantique. On est pris avec ça. Là, il reste, comme vous dites, l'Office national de l'énergie, malheureusement, n'a jamais dit non à aucun projet. Ils ont simplement donné des conditions. Et ces conditions-là ont, soi-disant, toujours été respectées, puisque les oléoducs et les gazoducs sont en fonction. C'est comme ça que je vois la chose de manière bête, là. Je n'ai pas été vérifier ligne par ligne, voir si toutes les conditions ont été respectées. C'est un suivi que malheureusement on n'a pas toujours accès, à moins d'aller fouiller dans les archives de l'Office national de l'énergie. Mais je me demande jusqu'à quel point c'est fait vraiment par quelqu'un. J'ai l'impression, comme l'a dit la vérificatrice générale du Canada, il y a bien des choses dans le suivi qui sont pas faites. Mais puis le veto de la ville de Trois-Rivières, tout ça donne rien. Même si Batiscan ou Trente-Même ou Saint-Anne dit que ça ne passe pas. Admettons, imaginez, je parlais de 65 municipalités. Ouais. Il y a déjà juste la CNN, les 80 municipalités montréalaises, quand ils ont dit non, j'ai pas entendu Couillard dire oui. Il a dit whoop je vais passer à mon affaire. Mais si c'est Canadien, puis. Oui, mais je n'ai pas confiance. Si Vous êtes d'accord? Christy Clark, quand il y a eu les deux projets, Kinder Morgan et l'autre, a dit moi j'ai besoin d'un bon 5% pour ma province. Ils ont négocié. L'Alberta et les compagnies pépinières, les compagnies productrices ont dit on fait trop ça. On n'est pas prêt à aller jusque-là, ça pourrait créer des précédents. C'est une affaire de négociation. Là, Christy Clark est tellement dans son gaz naturel qu'elle n'en voit plus clair, que probablement qu'elle va peut-être faire des deals, elle va marchander, puis peut-être qu'il va y avoir un oléoduc qui va passer sur son territoire, malheureusement, pour les citoyens de la Colombie-Britannique. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Plus grand-chose. C'est juste le cabinet de M. Trudeau qui pourrait dire
malgré le fait que toutes les autorisations ont été, c'est comme parfois certains ministres ont toujours la possibilité de changer l'ordre des choses, là. C'est écrit par la loi. Bien, c'est écrit par la loi que le cabinet du ministre Trudeau peut mettre la croix sur ce projet-là, comme a fait Obama dernièrement avec Keystone. Il a mis la croix sur le projet, puis il a dit là. Tant qu'Obama est là, oui, madame. Vous avez comme répondu un petit peu à ma question. En fait, je me disais, si les projets dans l'Ouest ont été comme approuvés, pourquoi est-il temps à s'en aller vers l'Est? Ils ont juste à utiliser leur pipeline de l'Ouest et les faire sortir de l'Ouest? Les pipelines si tu sommes les deux pipelines de l'Ouest de la Colombie-Britannique, c'est à peu près l'équivalent des OGS. Donc, c'est comme si tu gagnais environ entre 5 et 10 ans d'augmentation de production. Parce qu'eux autres, ils raisonnent en augmentation de production. Je ne vous ai pas présenté la courbe, mais C'est une question à sortir. Et j'ai une courbe, c'est même impressionnant de voir en 1980, tout ce qui était prévu, là, 1990, 2010, 2020, 2030. Toute la production qui avait été prévue, ben, ils l'ont réalisée jusqu'en 2015. Ils l'ont réalisée à quelques pourcents près. Les seules fois qu'ils ont raté leur coup, là, c'était la récession économique. Puis, il y avait eu une crise majeure. Comme là, on peut voir les feux de Fort McMurray, qui vont baisser leur production. Ça va paraître un peu à la fin de l'année, même tout petit peu, ou un petit bosse vers le bas. Mais leur but, puis leur objectif, puis j'ai l'impression qu'ils sont faits pour ça. Ces compagnies-là ne recherchent qu'à produire. Je parle des producteurs, puis surtout quand on a des compagnies intégrées comme Suncor, qui sont avec les Total et les autres, les ExxonMobil, les autres, ils sont intégrés, fait qu'eux autres, d'une partie ou de l'autre, ils se rendent. Mettons qu'ils perdent un peu à la production, et bien à la vente, ils vont récupérer une bonne partie de ce qu'ils ont investi. Fait qu'on est pris avec une situation où on a des entreprises qui sont parmi les plus puissantes de la planète. Si on regarde là, le PIB des 7 majeurs, les 7 pétrolières majeures, c'est plus que l'Inde, c'est plus que le Pakistan. C'est épouvantable. C'est des monstres. Là. Comment arrêter ces gens-là d'extraire? Ben, il faut qu'il y ait des pays qui vraiment mettent leur culotte, ou alors il y a comme un siège, pas un siège, mais un conseil à l'ONU qui dit ben, qu'à partir d'aujourd'hui, on est rationné en pétrole. Puis le premier pétrole qu'on aurait rationné, c'est le pétrole de l'Ouest, parce que c'est difficile à extraire. Puis, comment? Il y a Je veux juste en profiter dans le fond pour juste mentionner que même si c'est un projet à compétence fédérale, si on peut démontrer qu'il nous cause un préjudice, on peut réussir à faire stopper ça. C'est une des formations que j'ai eues chez Waters, avec Dufresne et Bercourt. Le gouvernement fédéral a engagé un avocat spécialiste en transport généralisé. Et c'est lui qui nous a appris que c'était possible, même si c'est de compétence fédérale. Puis on dirait que ça a été quelque chose qui était plus caché, ça nous a écrasé un peu au début, quand le projet nous a été porté, parce que ça nous disait, ben, vous ne pouvez rien faire de toute façon. Puis de plus en plus, ces gens-là, ils commencent à regarder, oui, ben là, on va se plier au ministère de l'Environnement, on va s'y passer, mais je pense qu'ils n'ont même pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix. Mais autre chose aussi, c'est que l'accident de lac Mégantic qui s'est produit en 2013 a quand même éveillé les consciences, y compris parmi les maires et mairesses. La rivière Chaudière est encore contaminée. Oui, oui. La ville de Lévis ne peut pas puiser son eau. Et ça a pris quand même, on est rendu, je ne sais pas combien en note à la demande. Mais c'est de s'apercevoir aussi qu'il y a des responsabilités au niveau municipal, ne serait-ce que de fournir l'eau. Et les nuisances. Les nuisances aussi, c'est des compétences municipales. Donc, il y a des compétences qui sont partagées. Et si une municipalité, parce qu'ils sont quand même soucieux, quand la question a été posée par Richard Langelier, est-ce que vous allez pas, non, c'était M. Provost à Saint-Étienne-des-Grès, nous on a voté non à Saint-Étienne-des-Grès, allez-vous respecter notre. Ouais. Ils ne sont pas en mesure de dire ni oui ni non, là. Ils n'ont pas osé dire non, on ne respectera pas, ou oui, on va respecter. Ils savent que, et même le président de l'Office national de l'énergie n'est pas en mesure de répondre à ces questions-là parce que ça va arriver. Ça a commencé dans l'Ouest, ça va arriver en Ontario peut-être, ça va arriver au Québec. Et la question va être débattue, puis ça va monter jusqu'à. Il va y avoir des querelles constitutionnelles probablement, mais en tout cas,
n'est pas dit qu'un citoyen, au même titre qu'une municipalité, ne puisse pas dire non, il ne passe pas. Il y avait Joyce peut-être avant? Je laisse madame aussi ensuite. Ah, OK. Non, mais c'est un aspect que je n'ai pas entendu dans tout ce que j'ai suivi sur ce dossier-là. Mais les gens, justement, qui vont avoir à négocier puis avoir à signer des ententes pour les servitudes qui vont passer, j'imagine que leur compagnie d'assurance, ils vont tenir compte de ça, non? Que leur... non? Ça, c'est démontré. Regarde, j'ai travaillé sur, quand j'étais chez Hydro-Québec sur le Peninsula pour les droits, parce qu'ils voulaient suivre les emprises d'Hydro-Québec. Écoute, ça change rien. C'est comme si... Non, mais si tu as une terre qui est assurée, puis tu as le risque, possiblement, tu penses que Les compagnies d'assurance ne sont pas embarquées là-dedans. ils ne vont pas augmenter Non, ils n'ont jamais fait de date. Ben, ils vont le faire. Ils vont le faire parce que plus il y a de pépines, plus il y a de trains, plus il y a de ci, plus il y a de catastrophes, plus il y a de réclamations et les réassureurs sont en train de tirer. Ben là, justement, à cause des accidents ferroviaires, comme des... Il y en a eu d'autres, là. Pas juste celui-là. Il y en a. Non, aux c'est États-Unis, il y en a, j'en ai au moins 50. Là. Mais à date, je ne l'ai pas observé, pour être honnête avec vous. OK. Mais il est possible que ça va se parler. Parce que moi, quand je regarde au niveau des assureurs du Canada, ça se parle. Mais de manière plus générale, pas plus insidieuse, je te dire, mais peut-être plus correcte dans certains sens. Monter des niveaux d'eau, érosion, coup de vent. Tout ça, là, ça fait partie du package climatique. Et ça fait partie aussi des catastrophes environnementales. Mais l'importance du package climatique devient tellement importante qu'ils vont se dire, au pelail, si on permet d'exploiter du carbone, du pétrole, gaz, etc., là, ils vont se dire, on est en train de se tirer dans le pied, parce que là, on va être obligé de charger plus à nos assurés. Fait que là, ils vont peut-être, et ça, quand je dis les assurés, c'est plutôt les réassureurs qui vont le dire à une grande compagnie d'assurance, comme AXA, même AXA, ils sont en train de réfléchir, ils doivent se dire, hey, là, on ne peut plus continuer de même. Parce que ça commence à être de mieux en mieux. Tu sais, les gens vont dire, bon, il faut retirer notre argent du fossile. Mais là, c'est l'argent disponible. Si on ne peut plus compter sur du pétrole facile, puis du gaz naturel facile, puis du charbon facile, et là ça va être l'éolien, ça va être le solaire qui va devoir prendre la relève, et l'hydroélectricité pour ici. Et ça, c'est comment dégager des sommes importantes pour pouvoir parer aux impacts climatiques ou au déversement de nos vieilles infrastructures, parce que ça va faire comme les rues, ça, là. À un moment donné, là, on se rencontre avec plein de vieux gazoducs. Mais là, c'est le cas. En Alberta, ils ont des problèmes de gazoducs, des problèmes de puits de gaz, des puits de pétrole, qui sont laissés à l'abandon. Ben, la Côte-d'Ivoire, c'est ça. Quand ils prennent les servitudes, ils disent bien qu'ils les enlèveront pas s'il y a des exploités, puis que tu t'acceptes de garder le vestige. Écoute, ils l'ont l'affaire. Ah non, c'est rendu quand Colombie-Britannique comme l'Alberta, quand on parle de centaines de milliers de puits abandonnés, des puits orphelins, et ici, on en parle de 5, 6. C'est une broutille. C'est une broutille, je peux vous dire, pour les avoir regardés de proche, qu'ils ne sont pas dangereux, là, puis on ne peut pas s'attendre, il n'y aura pas de catastrophe à la clé. Mais quand c'est des, comme on a vu en Californie, l'accident de Canyon Aliso, c'est ça? Ça te fait juste 70 ans, ça, à Santa Barbara? C'était près de Los Angeles, c'était à Porter Ranch. C'était une conduite, c'était un puits,